Nous sommes en 1915, en plein cœur de la Caroline du Sud, aux États-Unis. Dans cette région encore marquée par les plaies de l'esclavage et la ségrégation raciale, une jeune femme noire mène une vie tranquille, à l'ombre du tumulte du monde blanc. Son nom, Essie Williams Dunbar. À cette époque, peu de choses sont écrites, encore moins racontées, sur les femmes noires vivant dans les campagnes du Sud. Elles sont invisibles aux yeux de la société, mais elles portent pourtant en elles les histoires les plus puissantes. Essie, c'est une de ces femmes, discrète, courageuse, silencieuse. Elle vit dans un monde dur, injuste, et pourtant, elle continue d'avancer. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette femme ordinaire est sur le point de devenir l'héroïne d'un récit que même les plus grands écrivains n'auraient osé imaginer. Essie souffre depuis des années d'une maladie mal connue à l'époque, l'épilepsie. Ses crises sont violentes, soudaines, imprévisibles. Parfois, son corps se fige, ses yeux se révulsent, et elle tombe dans un état d'inconscience si profond qu'on la croirait morte. Pour sa famille, c'est une épreuve difficile, mais ils ont appris à reconnaître les signes, à attendre qu'elle reprenne ses esprits, jusqu'à ce jour maudit. Un matin comme les autres, alors que le soleil commence à peine à réchauffer la terre rouge du Sud, Essie tombe, une nouvelle fois. Une crise plus violente que toutes les précédentes. Cette fois, elle ne bouge plus. Son souffle est imperceptible. Son pouls est trop faible. Sa peau devient froide. Affolée, ses proches appellent le médecin du village. Un homme blanc, âgé, pressé, sans doute déjà fatigué d'avoir été dérangé. Il observe Essie rapidement, sans grand soin. Il pose ses doigts sur son cou, reste quelques secondes, puis se redresse. Le verdict tombe comme une lame froide. Elle est morte. Pas d'analyse, pas d'outils médicaux, pas de temps. Juste un mot. Un mot qui change tout. Un mot qui condamne une vivante à l'oubli éternel. La nouvelle se répand rapidement. La famille est dévastée. Les funérailles sont organisées dès le lendemain, comme le veut la tradition. Il fait chaud ce jour-là. Le soleil tape fort sur les visages en deuil. Des voisins, des amis, quelques membres de la communauté noire du village sont présents pour dire adieu à Essie. Mais une personne manque à l'appel. Sa sœur. Elle vit dans une ville voisine, à plusieurs kilomètres de là. Dès qu'elle a appris la terrible nouvelle, elle a tout abandonné pour venir. Mais les routes sont longues, les moyens de transport lents et les jours sont courts. Quand elle arrive enfin à Blackville, il est déjà trop tard. Le cercueil a été fermé. Le corps d'Essie repose désormais dans la terre, à peine recouvert. Mais cette sœur, cette femme au cœur brisé, refuse d'accepter que ce soit la fin. Entre deux sanglots, elle supplie les fossoyeurs. Elle leur demande un dernier geste, un dernier regard, une dernière prière. Juste quelques minutes, juste pour voir une dernière fois le visage de sa sœur bien-aimée. Touchés, les hommes acceptent. Ils creusent à nouveau. Ils remontent le cercueil. Ils dévissent le couvercle lentement. Et là, quelque chose d'inimaginable se produit. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Quelque chose que la science ne peut toujours pas expliquer. Lentement, très lentement. Le bois du cercueil grince sous la main des fossoyeurs. Ils dévissent le couvercle avec prudence. Le silence est lourd. On n'entend que le frottement du métal sur le bois et les battements précipités des cœurs. La sœur d'Essie est là, debout, main tremblante, regard figé. Elle veut voir. Elle doit voir. Et soudain, le cercueil s'ouvre. Le visage d'Essie Dunbar réapparaît enfin. Immobile, pâle, les yeux fermés. Mais alors que tout retienne leur souffle, quelque chose d'inimaginable se produit. Essie bouge. D'abord un doigt, puis une main. Son torse se soulève faiblement, comme un souffle revenu d'un autre monde. Et puis, elle ouvre les yeux, un cri déchire le silence. Ce n'est pas un cri de joie, ce n'est pas un miracle, c'est un cri de terreur. Les fossoyeurs reculent d'un bond, certains tombent à la renverse, d'autres prennent la fuite en hurlant. C'est un esprit, un revenant. Elle est revenue d'entre les morts. La sœur, elle, tombe à genoux, en larmes. Elle n'arrive pas à y croire. Sa sœur, sa chère sœur, qu'on croyait morte, est bien vivante. Confuse, faible, désorientée, mais vivante. Essie ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi est-elle allongée dans un cercueil? Pourquoi tant de visages choqués autour d'elle? Pourquoi pleure-t-on? Pourquoi fuit-on? Et surtout, pourquoi y a-t-il de la terre autour d'elle? Elle balbutie quelques mots. Sa voix est rauque. Son esprit est flou.
Mais elle est là. Elle est revenue. Ou plutôt, elle n'était jamais partie. Ce moment aurait dû être salué comme un miracle. Mais dans cette Amérique de 1915, surtout dans le Sud profond, les miracles ne sont pas toujours bien vus. Encore moins quand ils concernent une femme noire. Très vite, la peur s'empare de la communauté. Les rumeurs enflant. Certains affirment qu'Essie est possédée. D'autres jurent qu'elle a fait un pacte avec le diable. Quelques-uns murmurent même qu'elle a été victime de sorcellerie ou qu'elle est devenue une sorcière elle-même. On la regarde avec méfiance. On évite de croiser son chemin. Les enfants sont tenus à l'écart. Même ceux qui la connaissaient avant préfèrent maintenant l'éviter. Elle n'est plus la même. Elle est devenue la morte qui respire. Mais Essie, elle, n'a rien demandé. Elle ne voulait ni effrayer, elle voulait juste vivre. Et c'est ce qu'elle a fait. Malgré les regards, malgré les peurs, malgré les murmures. Elle a repris le cours de sa vie, petit à petit. Elle a recommencé à marcher dans les rues de Blackville. Elle a recommencé à parler, à rire, à respirer. Mais elle n'a plus jamais été vue comme avant. Et pourtant, elle était bien là, bien réelle. Elle avait survécu à ce que peu de gens pouvaient imaginer, être enterrée vivante et revenir. Les années passent, les souvenirs s'estompent, mais l'histoire d'Essie, elle, reste gravée dans les mémoires comme une légende étrange, entre la vie et la mort. Et ce n'est que le début. Car ce que peu de gens savent, c'est qu'Essie Dunbar a vécu encore 47 ans après cet événement. Et pendant toutes ces années, son histoire a continué à nourrir les peurs, les fantasmes et parfois les espoirs. Mais comment a-t-elle vécu après cela? Essie Dunbar était morte, officiellement, certifiée, enterrée. Mais 3 jours après son enterrement, elle fut ramenée à la surface, tirée hors de sa tombe fraîche comme une âme que la terre avait rejetée. Depuis ce jour, rien ne fut plus jamais normal dans la petite communauté rurale de Blackville. Les habitants, d'abord choqués, furent rapidement saisis par une peur glaçante. Pas une peur banale, non, une peur primitivement viscérale, celle qui rampe dans les entrailles et empêche de dormir la nuit. Les gens disaient que quelque chose clochait. Essie était revenue, mais pas tout à fait comme avant. On racontait qu'elle avait les yeux plus noirs qu'avant, des yeux sans reflet, comme si la lumière n'osait plus s'y poser. Le premier à s'en plaindre fut un enfant. Il dit avoir vu Essie dans la rue, mais selon lui, elle flottait, à quelques centimètres du sol. Un autre affirma qu'il avait croisé son ombre, mais qu'il n'y avait personne devant. Juste cette silhouette sombre qui glissait lentement le long d'un mur. Puis, les animaux commencèrent à fuir sa maison. Les chiens hurlaient à la mort dès qu'ils passaient devant chez elle. Les chats miaulaient en direction de sa porte comme s'ils voyaient quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. Et la nuit, certains voisins disaient entendre des grattements venant du sol, comme si des ongles cherchaient à remonter depuis les profondeurs de la terre. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Essie Dunbar était touchée par l'Oba, une ancienne magie noire. Pas une simple superstition, non. Une science occulte transmise par les esclaves, capable de pactiser avec les esprits et même de tromper la mort. Les anciens de la ville disaient que revenir de la tombe sans l'autorisation du monde des esprits, c'était provoquer leur colère. Que si Essie avait échappé à la mort, c'est parce que quelqu'un d'autre était mort à sa place. Et si ce n'était pas un humain, c'était peut-être son âme qu'elle avait perdue là-dessous. Un dimanche, la vieille Mathilda, une ancienne guérisseuse, osa lui rendre visite. Elle entra chez Essie pour purifier les lieux, mais elle ne ressortit jamais comme avant. Quand elle revint chez elle, son regard était vide. Elle ne parlait plus. Elle passait ses journées assise dans un fauteuil fixant un coin du plafond, et chaque nuit, à la même heure, elle hurlait. Des cris longs, étouffés, presque inhumains. Personne ne sut ce qu'elle avait vu. Puis un fermier, revenu tard un soir, jura avoir vu Essie plantée au beau milieu de la route, les bras levés vers elle et juste derrière elle, une silhouette noire, gigantesque, sans visage, flottait au-dessus du sol. Il tomba malade 3 jours après. Il perdit la vue. Et avant de mourir, il murmura une seule phrase. « Elle n'est pas seule. » La panique gagna toute la ville. On l'appelait désormais la femme ombre, la damnée. Celle qui est revenue de l'au-delà avec quelque chose en elle.
Certains commencèrent à clouer des croix sur leurs portes. D'autres brûlaient de la sauge, du sel, des herbes. On évitait son quartier. On murmurait des prières quand son nom était prononcé. Mais malgré tout cela, Essie restait là, muette, présente, comme une silhouette au milieu des vivants, mais pas vraiment vivante. Et le plus troublant, c'est que parfois, elle souriait. Un sourire très léger, trop léger, presque imperceptible, comme si quelque chose derrière ses yeux se réjouissait de la peur qu'elle provoquait. Mais ce que personne ne savait, c'est ce qu'elle avait vu sous terre. Le cercueil était étroit, il faisait noir, noir comme l'encre, noir comme la nuit, noir comme la faim. Quand Essie ouvrit les yeux, elle pensa d'abord qu'elle rêvait. Elle tendit la main et ses doigts rencontrèrent du bois froid, rugueux, humide. Puis elle sentit l'odeur, une odeur que l'on ne peut pas décrire, une odeur de terre, de moisissure et de mort. Elle comprit, elle était enterrée vivante. Ses cris ne traversaient pas le couvercle. Ses coups résonnaient contre les parois de son propre tombeau, mais personne ne les entendait. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Le silence. Un silence lourd, total, presque vivant, puis une voix. Faible, lointaine. Une voix qui ne semblait pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur du cercueil. Ou pire encore, de l'intérieur de son propre crâne. Tu n'aurais pas dû revenir. Essie se figea. Elle n'était pas seule, elle sentait une présence. Quelque chose rampait sous elle. Quelque chose de froid. Quelque chose qui respirait. Elle voulait hurler, mais sa gorge ne produisait plus aucun son. Sa respiration se fit saccader. Ses ongles griffaient le bois. Puis la voix se fit plus forte. Elle semblait venir de partout. Du bois, de la terre, de sa poitrine. Tu es à nous maintenant. Tu nous as vus. Tu as senti notre souffle. Le cercueil vibra. Un frisson parcourut le bois. Et soudain, elle tomba. Littéralement. Le fond du cercueil céda, et Essie plongea dans un noir plus noir encore. Elle atterrit dans un endroit qu'aucun humain ne devrait jamais voir. Un couloir souterrain, infini, sans mur, sans plafond, juste une plaine de ténèbres, remplie de silhouettes. Quand ses sœurs l'ont sortie de sa tombe, personne ne s'est douté de ce qu'elle avait vécu en dessous. On pensait qu'elle était simplement restée coincée, vivante dans l'obscurité. Mais la vérité, c'est qu'Essie était descendue ailleurs. Et ce qu'elle avait ramené avec elle, ce n'était pas que la peur, c'était autre chose. Elle se souvenait encore du moment exact où tout avait basculé. Elle s'était réveillée dans l'étroitesse du cercueil. Ses doigts grattaient désespérément le bois. Sa gorge hurlait dans le vide. Mais plus elle appelait à l'aide, plus elle sentait une présence froide ramper autour d'elle. Et puis, le silence. Un silence surnaturel, comme si le monde entier avait disparu. Plus de battements de cœur, plus de souffle, plus rien. Juste cette voix. Pas une voix humaine. Un son grave, sifflant, déformé. Tu n'étais pas censé t'éveiller, tu nous as vus, tu as entendu notre appel. Essie sentit son corps s'enfoncer, comme si le cercueil coulait dans la terre. Mais c'était plus de la terre, c'était autre chose. Elle tomba, et tomba encore, jusqu'à atterrir dans une chambre souterraine qui n'avait ni sol ni mur. Juste un vide peuplé de formes. Elle n'était pas vivante, mais pas morte non plus. Elle pleurait sans bouche. Elle fixait sans yeux, et elle s'approchait. Tu as osé défier la mort. Tu veux vivre? Alors paix. Donne ce que tu as de plus précieux. Essie tenta de fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Elle flottait dans ce cauchemar éveillé, paralysée, entourée par les âmes perdues. Et au centre, il était là. Une silhouette gigantesque, noire comme la nuit, un être sans visage avec des bras qui s'étiraient à l'infini. Il n'avait pas besoin de parler. Essie entendait sa voix directement dans son crâne. Donne ton souffle, ta lumière, ton lien au monde. Et dans une dernière tentative de survivre, accepta. Elle ne comprenait pas ce qu'elle donnait. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Mais elle voulait sortir de là. Alors, elle ferma les yeux. Et tout s'arrêta. Quand elle se réveilla à la surface, ses sœurs la secouaient en larmes, choquées. Mais elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle l'écoutait, car même debout, même vivante, elle entendait encore les murmures, des chuchotements qui la suivaient partout, dans les arbres, dans les murs, dans les silences, et parfois dans les reflets, elle voyait une ombre derrière elle. Mais ce n'était pas son ombre, c'était lui, l'entité, le prix à payer, ce qu'elle avait ramené de l'autre côté.
Les premiers signes étranges commencèrent dès le lendemain. Une femme du quartier, qui l'avait regardée de travers, fut retrouvée le visage couvert de griffures, comme si des mains invisibles l'avaient attaquée dans son sommeil. Une autre, plus courageuse, osa lui parler de Dieu. Elle fut saisie de convulsions la nuit même. Et dans son délire, elle ne cessait de répéter « Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. » Et si elle devenait de plus en plus froide. Elle ne riait plus. Elle ne souriait plus. Et lorsqu'on lui parlait, elle fixait parfois le vide, comme si elle écoutait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que personne ne voyait. Son regard n'avait plus rien d'humain. Et la nuit, elle parlait une langue inconnue dans son sommeil. Une langue ancienne, profonde, interdite. Et parfois, quand elle ouvrait les yeux dans le noir, il brillait. Un éclat rouge. Bref, mais réel, comme si quelqu'un regardait à travers elle. Les anciens du coin furent clairs. Essie n'était pas revenue seule. Elle était devenue un passage, une passerelle, un portail. Ce qu'elle avait vu sous terre ne voulait pas rester là-bas. Et depuis qu'elle avait été ressuscitée, le monde autour d'elle changeait. Les chiens hurlaient à son passage. Les miroirs se fissuraient sans raison dans les maisons où elle posait le pied. Des enfants se réveillaient la nuit, en pleurant, affirmant avoir vu la femme aux yeux rouges, dans leur chambre. Et toujours ces bruits. Des grattements. Dans les murs, sous les planchers, dans les coins les plus sombres des maisons. Un jour, une vieille dame osa frapper à la porte d'Essie pour lui dire qu'il fallait prier. Elle n'eut jamais le temps de finir sa phrase. Ses cheveux devinrent blancs d'un coup, ses pupilles se retournèrent. Et elle tomba, sans vie, les mains tendues vers le ciel. Les semaines passaient, et quelque chose changeait dans la ville. Ce n'était plus seulement autour d'Essie, c'était partout. La peur s'installait lentement comme une brume invisible. Les regards devenaient fuyants. Les gens ne parlaient plus d'elle à voix haute. Mais dans les maisons, les prières redoublaient. Et la nuit, plus personne n'osait sortir. Parce que la nuit, les ombres bougeaient. Et elles chuchotaient. Tout a commencé avec la disparition du petit Marvin, 6 ans. Il jouait dans le jardin à la tombée du jour. Sa mère était à 2 pas, en train d'étendre du linge. Elle a tourné la tête une seconde. Et quand elle s'est retournée, il n'était plus là. Pas un cri, pas un bruit. Juste une empreinte noire, comme brûlée dans l'herbe. Et un dessin qu'il avait gribouillé quelques heures plus tôt. Une silhouette sans visage, avec des yeux rouges. Puis ce fut au tour de la jeune Clarissa, 12 ans. Elle racontait à ses amis que chaque nuit, une femme aux bras trop longs se tenait dans sa chambre. Personne ne la croyait. Jusqu'au jour où son lit fut retrouvé vide, les draps trempés et la fenêtre fermée de l'intérieur. Mais ce qui glaça le sang de tout le quartier, c'était ce qu'on retrouva sur son oreiller. Une mèche de cheveux noirs, trempée de sang, et qui n'était pas à elle. Et pendant ce temps, Essie changeait. Elle parlait de plus en plus seule, parfois en plusieurs langues, y compris des langues mortes. Son regard était fixe, ses pupilles souvent dilatées, comme si elle regardait à travers le monde. Mais le pire, c'était ce qu'elle écrivait. Un jour, sa sœur trouva un carnet sous son lit. Des dizaines de pages, remplies de symboles étranges, d'incantations illisibles, et d'un même mot répété encore et encore. Il revient, il revient, il revient. Les habitants commencèrent à fuir. Certains vendaient leur maison à perte. D'autres disparaissaient simplement, en pleine nuit, sans explication. Et ceux qui restaient étaient hantés par les mêmes choses. Des rêves répétitifs, où ils étaient enterrés vivants. Des sensations d'étouffement en pleine journée. Des objets déplacés, des ombres figées dans les miroirs. Et surtout, ce bruit de grattement, toujours plus fort, comme si quelque chose creusait pour remonter. Une nuit, un pasteur du quartier décida de s'introduire chez Essie pour chasser le démon. Il n'en ressortit jamais. Mais les voisins, eux, entendirent. Des hurlements, des coups sourds, et une voix grave et inhumaine sortir par la cheminée. Celui qui touche au pacte paie le prix. Le lendemain, personne n'osa s'approcher de la maison. Mais une chose était visible depuis la rue. Le corps du pasteur suspendu à l'envers, à la fenêtre du grenier, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri. Tout le monde savait,
Essie n'était plus simplement une survivante. Elle était devenue un canal, un conduit entre deux mondes. Elle avait ramené la mort, et peut-être même pire, et plus personne n'osait prononcer son nom. Mais une dernière chose glaça définitivement la ville. Des enfants, en jouant près du vieux cimetière, affirmaient avoir vu une trappe, ouverte, un cercueil, vide, et une inscription gravée dans la pierre qu'on n'avait jamais remarquée avant. Elle ne voulait pas mourir, alors elle a emporté la mort avec elle, et maintenant, elle attend que quelqu'un prenne sa place. Essie Dunbar a fini par mourir, pour de bon. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Son cœur s'est arrêté une nuit, calmement, sans cri ni heure. Mais ce que les médecins n'ont pas vu, c'est que dans cette même minute, la température a chuté de 10 degrés dans toute la ville. Et dans la pièce où elle est décédée, les murs ont suinté une sorte de liquide noir, comme si quelque chose de plus ancien qu'elle quittait enfin ce corps trop petit. Son corps fut placé dans un cercueil scellé, enterré dans une zone bénie, sous des protections, des prières, des chaînes sacrées. Mais au matin, la tombe était ouverte, le cercueil vide, et les chaînes tordues de l'intérieur. Depuis ce jour, son nom n'est plus prononcé. La maison où elle vivait est devenue un lieu interdit. Et chaque année, à la date de sa première mort, des cris sont entendus sous la terre. Morale de l'histoire. Parfois, ce que l'on croit être un miracle n'est qu'une erreur fatale. Il y a des portes qui ne doivent jamais être ouvertes, et certaines morts ne doivent jamais être interrompues.